Chers amis du Libre Journal de la Transmission, nous voici pour notre deuxième partie. Avant de commencer, je voudrais parler de cet organisme qui est un lieu de mémoire et aussi de transmission. Mémoire au service des religieux anciens combattants et de la jeunesse. Un siècle d'engagement de la DRAC qui organise notamment, et c'est pour cela que j'avais eu des invités plusieurs fois, un concours d'éloquence tous les ans pour conduire des jeunes à exprimer le meilleur, le plus fort, le plus haut, de la meilleure manière possible sur des notions de transmission, de valeurs profondes de notre pays. La DRAC fête ses 100 ans. Droit du religieux ancien combattant, défense et renouveau de l'action civique. 100 ans, mes amis. Et le samedi 16 novembre 2024, il y aura un colloque, le colloque du centenaire de la DRAC, qui se passera à Notre-Dame de Sillon, dans le 6e à Paris. C'est le samedi 16 novembre. Je ne vous donne pas tout le détail, mais vous pouvez le trouver très facilement en vous rendant sur le site DRAC. Vous mettez DRAC colloque et vous aurez tout le détail. Et puis nous mettrons cela sur la page de l'émission de Radio Courtoisie. Et j'aurai le grand honneur, le grand plaisir de recevoir Monsieur Toulza à ma prochaine émission qui tombe précisément le 11 novembre et qui nous parlera à quelques jours du colloque de son organisation et nous entrerons dans le programme. Sachez tout de même qu'il y aura Jean Sévillia, Philippe Maxence, beaucoup d'aspects seront abordés, notamment aussi par Jean-Pierre Maugendre, qui est administrateur de la DRAC, Thibaut Collin, philosophe. Enfin, vous voyez, ça va être une journée exceptionnelle. Donc voilà, c'était une première annonce. Sachez aussi que l'entrée est libre et que vous pouvez vous inscrire sur place ou en ligne. Je vous donne l'adresse courriel colloque.centenaire.drac@proton.me. Voilà, tous ces renseignements seront sur le site de Radio Courtoisie. Mais maintenant, place à la deuxième partie de notre émission, ce deuxième entretien. Un sujet extrêmement différent, mais nous sommes encore là dans la transmission. Tout n'est-il pas transmission? Et je remercie infiniment Nathalie Fourmy. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. De venir nous présenter sa bande dessinée pour laquelle j'ai un grand coup de cœur, une immense admiration. Nagasaki 1945, Takashi et Midori Nagai, un destin brisé par la bombe, une vie offerte pour la paix. C'est un sous-titre de cette bande dessinée parue chez Plein Vent. Nathalie Fourmy, dites-nous, qui êtes-vous pour vous être attaquée à ce sujet et sous cette forme de bande dessinée? Cela nécessite des qualités d'historienne, de conteuse, de dessinatrice. Qu'est-ce qui vous a préparé à cette œuvre? Alors moi, je suis une personne qui a découvert le livre Les cloches de Nagasaki, écrit justement par le héros de mon histoire, un peu par hasard, en tout cas, bon, du coup, il n'y a pas de hasard, et j'ai été bouleversée par ce livre. Et c'est ça, on va dire, la chose principale qui m'a donné la force d'aller jusqu'au bout de ce travail, parce que dès que j'ai lu ce livre et que j'ai découvert l'histoire de cet homme, qui est une figure historique qui a existé, cet homme et son épouse, donc Takashi et Midori, j'ai été comme saisie par l'urgence de le faire découvrir aux différents âges, on va dire. Voilà, une certaine urgence et comment dire, le fait de devoir le faire connaître rapidement nécessitait un média, un moyen qui soit aussi rapidement utilisable ou une façon de le découvrir plus rapide qu'un livre, parce que les livres existent déjà, mais le sujet est peu connu. Et j'ai pensé à la BD. Comme je dessinais déjà, j'ai pensé à la BD. Et je me suis dit, j'ai déjà, en lisant ce livre, une idée assez déterminée de ce que je veux faire passer, c'est-à-dire le message de Takashi de Takashi et Midori et sa sensibilité, etc. Et je me suis dit, je pense qu'il faudrait que je me lance, que j'ose et que je le fasse moi-même. Voilà. On peut dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que ce travail a pris 4 ans.
Un petit peu plus en fait, un petit peu plus. Déjà, mais... je pensais épater tout le monde avec 4 ans. À temps plein, on va dire que c'était 4 ans. Voilà. Ah ouais. Ouais, non mais c'est vraiment extraordinaire. Donc pour nos amis auditeurs, vous avez certainement vous aussi quelque part dans votre mémoire donc les cloches de Nagasaki. Hein, c'est ça, ce livre qui a été écrit par Takashi Nagai. Voilà, c'est son autobiographie. C'est à la première personne du singulier. Takashi raconte ce qu'il a vécu. Ouais. Et puis il y a aussi le livre Requiem pour Nagasaki que peut-être certains de nos auditeurs ont lu, qui est toujours édité de Paul Glynn. Là aussi, c'est une biographie de celui que l'on a qualifié de Gandhi japonais. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, de Takashi Nagai ? Voilà, Takashi Nagai est un médecin japonais qui est né en 1908, donc qui était d'une famille. Son papa était médecin. Il avait étudié la médecine occidentale, donc c'était assez moderne pour l'époque. Et sa maman était une descendante d'une vieille famille de samouraïs. Et Takashi a grandi dans un environnement où on aimait chercher, découvrir la science, quelque part, où on cherchait déjà un peu la vérité. Et il a toujours vu ses parents s'amuser en étudiant. Et donc, il a suivi un petit peu les traces de son père en décidant d'être médecin. Et il était... de tradition shinto, comme la plupart des Japonais aujourd'hui encore d'ailleurs, la religion shinto étant la religion propre au Japon. Et son chemin, par les voies de la Providence, l'a conduit à ouvrir les yeux, le cœur à la religion catholique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les circonstances ? Exactement. Takashi, au départ, était un élève sympathique et qui était pas trop brillant, on va dire, et puis il a eu un espèce d'essor arrivé à l'âge d'être au lycée. Il a commencé à être un très bon travailleur, et si bien qu'il a pu accéder avec ses excellents résultats il pouvait aller dans les meilleures écoles de médecine parce que c'était son choix de continuer la médecine, et on ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi il a choisi d'aller à Nagasaki, qui n'était pas aussi prestigieux que Tokyo, hein, l'université de médecine. Mais il est donc allé à l'université de Nagasaki, qui était à l'époque, comme dans le monde entier, je pense, un petit peu imprégné d'un esprit matérialiste, très à la mode en Occident. Donc Takashi n'a pas échappé à ça. Il continuait à respecter, on va dire, la tradition shinto, mais il ne croyait plus en rien. Et pour lui, le corps était quelque chose dont il fallait user autant que possible, surtout qu'il était dans un climat, la jeunesse était dans un climat de guerre ou de préparation de guerre. À l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de perspectives en tant que jeunes. Et donc, voilà, autant profiter, tant qu'on était vivant, de ce corps. Et puis, on verrait par la suite. Donc, Takashi était plutôt un bon vivant, comme on dit. Hein. Les beuveries, ça le connaissait. Et voire pire, les quartiers chauds, etc., c'était courant pour la jeunesse de l'époque. Et au Japon, en tout cas. Et en fait, ça ne comblait pas son cœur, bien sûr, qui restait très sensible et qui attendait quelque chose, qui avait soif d'autre chose. Et il a découvert tout d'abord le médecin scientifique et père des sciences Blaise Pascal, qui était présenté à l'école comme quelqu'un d'extraordinaire et d'exceptionnel, ce qu'il était. Hein. Il est l'inventeur de la calculatrice, la pascaline, il a inventé la seringue. Donc Blaise Pascal a été une référence pour Takashi, qui a commencé à lire ses livres, à dévorer ses livres. Takashi était vraiment un érudit. Hein. Il parlait allemand, il lisait l'allemand. Il était très brillant en tant qu'étudiant. Et en lisant Pascal, il a été confronté à quelque chose qui lui a posé question, parce que Pascal était chrétien. Pascal disait, si vous lisez ces lignes, sachez que ça vient de quelqu'un qui se met à genoux. Et ça a été la première chose qui a un petit peu ébranlé Takashi dans ses convictions athées. Il s'est dit, comment quelqu'un de si intelligent et de si sensé peut-il croire en un Dieu qu'on ne voit pas, enfin, voilà, première fissure, on va dire. Et ensuite, un choc émotionnel, un petit
un grand traumatisme pour ce jeune homme, c'est que sa maman est tombée malade, elle a eu une espèce d'attaque, donc il est arrivé à son chevet au moment où elle mourait, et il a vu dans les yeux de sa mère, il y a quelque chose qui est passé, il a été saisi par cette évidence, l'âme de ma mère, son corps meurt, mais son âme ne mourra jamais. Et ça le transperce. Le regard de sa mère, il était persuadé que sa mère lui disait « Je meurs, mais je resterai toujours à tes côtés ». Et donc Takashi se pose des questions vraiment très profondes, et il revient en regardant la grande église qui était à Nagasaki de façon différente. Nagasaki, il faut savoir que c'est le berceau des chrétiens au Japon, donc c'est là où vous allez trouver le plus de références chrétiennes au Japon, à Nagasaki, et vous aviez donc un quartier chrétien qui s'appelait Urakami, où il y avait cette belle et grande église qui avait été construite par les anciens chrétiens cachés et persécutés quand ils étaient revenus de leur persécution. Et Takashi regardait toujours cette église un peu d'un mauvais œil, parce que déjà ça n'était pas japonais, et ça pour les Japonais c'est très très grave, et en plus de ça c'était quelque chose qui avait un rapport avec la foi. Donc Takashi, ayant traversé ces épreuves, se dit, ayant ses doutes maintenant par rapport à son propre athéisme, se dit je vais aller en tant qu'étudiant, je vais chercher une chambre, je vais chercher à me faire loger chez des chrétiens. Et ainsi, je pourrais observer leurs coutumes et puis voir si c'est du lard ou du cochon, quelque part. Et c'est très beau parce que cette réflexion, elle est quelque part très scientifique. Il veut savoir et chercher pour pas... Il va pas embrasser une foi de façon légère et de façon non réfléchie et bêtement s'accrocher à la première religion qui passe en fait. Takashi était quelqu'un de très sérieux de ce côté-là. Et alors comment est-il accueilli dans cette famille? Comment est-elle composée? Alors il va sonner à la porte de la famille Moriyama, qui est une famille qui descend des chrétiens cachés, justement, d'ailleurs d'une famille qui a vécu des persécutions de façon très directe. Et la famille Moriyama, donc vous avez le père, la maman et une jeune fille dont il va faire la découverte plus tard. Il s'agit de Midori, et dont il va en fait tomber amoureux un petit peu plus tard. Et la famille, en fait, pour l'anecdote, au début dira non. Quand il va demander à loger, s'il pouvait bénéficier d'une chambre étudiante. Je crois que c'était un vendredi saint qu'il était venu sonner. Et il reviendra une deuxième fois, puis une troisième fois, et à la troisième fois, Madame Moriyama dira à son mari, mais quand même, c'est peut-être Dieu qui nous l'envoie, donc on va dire oui, et on va l'accueillir. Et c'est ainsi qu'il s'est installé avec eux. On voit tout à fait la main de la Providence, de l'Esprit Saint dans tout ça, dans ce parcours que vous venez de magnifiquement décrire déjà, Nathalie Fourmy, nous montrant ces tournants, cette quête, cette soif. Et c'est quelqu'un qui va agir en scientifique et en chrétien ensuite dans l'exercice de sa profession. Voilà, il va être mobilisé plusieurs fois sur le front chinois, parce que c'est l'époque en 1931, vous avez l'invasion de la Chine du Nord, c'est-à-dire la Mandchourie, par les Japonais. Donc c'est le début de pour certains historiens, c'est l'événement qui marque le début de la Seconde Guerre sino-japonaise. Donc les jeunes sont envoyés sur le front en Mandchourie. C'est ce qui va arriver à Takashi. Il y va une première fois en tant que non-chrétien, mais avec ses doutes, il va traverser cette épreuve de la guerre une première fois, ce qui va beaucoup le marquer. Et en même temps, il va correspondre avec Midori, qui va lui envoyer un catéchisme de l'Église catholique. Et il aura des petits problèmes à cause de ça avec ses supérieurs, mais pendant cette guerre, il va lire le catéchisme, donc approfondir encore sur les questions qu'il avait. Et au retour de la guerre, il va décider de se convertir au catholicisme, donc de façon très, très réfléchie. Et une fois qu'il a pris cette décision, Takashi, c'est vraiment une soif de vérité et un absolu, c'est-à-dire il fera tout à fond. Et en cohérence. Et en cohérence. Y compris lorsqu'il est sur le front et comme tous ses camarades, lorsqu'ils vont rencontrer des femmes, etc. Lui se rend compte qu'il ne peut pas, il a déjà ce fort attachement pour Midori,
et Tout à fait. il ne peut pas oui, il y a la tromper. Exactement. Alors, ils ne sont pas encore. Oui, c'est pas officiel. C'est pas vraiment officiel. Il est parti sur le front et comme souvent dans ces cas-là, et pas que pour les Japonais, il y a on propose aux soldats d'aller voir les prostituées en fait. Et Takashi n'a pas dérogé à la règle. Il s'y rend. C'était les seuls entre guillemets plaisirs qu'il pensait pouvoir s'offrir à la guerre, ça, et boire du saké. Donc il suit ses amis et en fait, au moment où il va rencontrer cette prostituée, il y a un changement dans son cœur qui se passe et tout d'un coup, ses désirs malsains s'en vont et il se retrouve un peu penaud devant cette jeune femme et il se dit mais qu'est-ce que je fais là en fait, et il s'en va. Et la prostituée d'ailleurs a une réaction très violente et Takashi après coup en parlera avec Midori et il comprendra qu'en fait, à ce moment-là, Midori priait pour lui. Et voilà, leur relation va commencer, va se construire comme ça, avec déjà une première absence, où Takashi commence à un peu se dégager de cette vie de patachon un peu perdu qu'il avait commencé à mener. Donc très vite dans votre bande dessinée, enfin très vite, au bon rythme, on s'attache aux pas de Takashi et de Midori, ensuite ensemble. Et nous pouvons déjà dire à nos auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils ignoreraient qu'il y a un procès de béatification ouvert en 2021 pour le couple Nagai. Ça, c'est très beau. Ça aussi, je pense que ça vous a touché, Nathalie Fourmy. Oui, exactement. Et il est vrai que pour raconter l'histoire de quelqu'un en bande dessinée, on peut prendre différents angles d'attaque. Et le mien a été tout de suite, en lisant le livre, j'ai été un peu bouleversée par Takashi, mais je me disais, cet homme, on a envie d'être comme lui. Il est simple, il est rayonnant, il est drôle, il est joyeux. Il y a de la lumière qui sort de ses écrits. Vraiment, c'est ça qui me bouleversait. Je me disais, mais pour moi, je comprends qu'on l'appelle le saint du Rakami. Mais il donne envie. Et je me disais, mais il n'est pas devenu comme ça tout seul. Pour moi, c'était évident. C'était grâce à Midori aussi. Et dont il parle, on le voit en filigrane quand il écrit. Il parle de Midori avec toujours beaucoup de pudeur. Il en parle peu, mais elle est tout le temps là. Et on sait qu'elle est là d'une façon très, très forte. Et pour moi, je me suis dit, pour moi, c'est un saint. Et il est sain avec elle. Et l'angle d'attaque que j'ai choisi pour cette BD, c'était celle du mariage. J'aurais pu faire complètement autrement. J'aurais pu effacer un petit peu Midori, puisque c'est plus Takashi qu'on connaît. Mais j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, c'est l'occasion d'évoquer aussi le mariage, et autrement que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire d'en faire un échec, de dire non, il y a des mariages qui fonctionnent, entre guillemets, qui n'empêchent pas les épreuves, et Dieu sait combien Takashi et Midori sont passés par des épreuves, jusqu'à l'ultime de la bombe atomique. Et pourtant, leur couple était un couple joyeux, heureux. Et voilà, c'est ça que j'ai voulu un petit peu aussi illustrer avec la couverture, où j'ai mis Takashi dans l'ombre et Midori en lumière. Je cite en serrant la main de Midori, j'eus l'immense joie de sentir l'éternité s'ouvrir sur notre route commune. C'est magnifique cette phrase, parce que voilà, vous l'avez évoqué déjà à plusieurs reprises, ce couple Nagai va vivre le bombardement de Nagasaki, le vivre dans sa chair, et pourtant il y a eu de la résilience et une semence d'éternité. Comment dans les faits et de manière plus spirituelle ce fruit a-t-il pu fleurir, enfin mûrir? Oui, alors la vie de Takeshi et Midori, voilà, comme on vient de le dire, n'a pas été de tout repos. Takashi est mort à 43 ans et donc il était plus jeune que moi. Et Midori avait 37 ans, je crois. Donc c'est un parcours rapide. Et quand on sait la lumière que ces deux ont dégagée autour d'eux, ce sont des étoiles filantes. Mais ils ont eu beaucoup d'épreuves à traverser. D'abord les guerres
Takashi est mobilisé 2 fois. Moi, j'ai résumé en une fois le passage de Takashi sur le front, mais c'est une épreuve extrême déjà pour le couple, l'absence et puis la misère, parce que du coup, à l'arrière, le Japon était quand même... la population du Japon souffrait beaucoup, souffrait de manque de nourriture, d'hygiène, de beaucoup de choses. Il y avait la tuberculose. Pendant l'absence de Takashi, Midori a perdu 2 enfants et ça a été pour elle une épreuve très très dure, et de se dire qu'elle avait quelque part failli à son mari. Donc, une épreuve qu'elle a dû porter un peu seule au départ puisqu'il n'était pas là. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas séparé ces 2 êtres, mais qui les ont reliés encore plus fortement qu'avant. Et leur foi était évidemment au cœur de leur couple. Midori, très discrètement, portait, je pense, cette foi des anciens chrétiens et des chrétiens martyrs du Japon dont elle avait hérité, en fait. Et avec beaucoup de force. Et je pense que Takashi s'est rendu compte de cette force qui l'animait et de tout ce qu'elle lui apportait, en fait, une fois qu'elle est morte, sans vouloir spoiler la BD. On raconte pas la fin, mais tout de même. Oui, c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur l'histoire finalement de cette filiation de chrétiens qui ont dû se cacher, qui ont souffert, transmise un peu comme un petit sanctuaire secret, mais très vif. Et lui, avec toute son intelligence, sa sensibilité, il a perçu cela. Ça, c'est très beau. Je voudrais dire que sur le plan artistique, j'essaye de vous décrire ces images, chers auditeurs de Radio Courtoisie, de la bande dessinée Nagasaki 1945. Takashi et Midori Nagai, un destin brisé par la bombe, une vie offerte pour la paix, de Nathalie Fourmy, qui nous fait l'honneur d'être dans le studio aujourd'hui, aux éditions Plein Vent. Et vous avez réussi, et c'est là où, vous voyez, il y a des œuvres qu'on sent inspirées, parce que vous êtes riche de tout ce que déjà vous venez de nous dire, et puis tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez saisi, et vous avez su en tirer quelque chose de très épuré, à la fois sur le dessin, ça se sent, dans le texte. Vous auriez pu avoir envie de nous faire un roman sous forme de BD, un récit historique. C'est pas ça, vous êtes très précise, c'est une vraie bande dessinée. Et votre dessin est très épuré aussi. Ça, c'est très très fort. Nous, à 2-3 loisirs, nous l'avons vite repéré, vite aimé, vite donné un coup de cœur et également conseillé à partir de 13-14 ans. On a évoqué des choses qui sont dures, la guerre, ses grands choix, cette visite chez la prostituée, ce qui va se passer après. Il faut avoir une petite maturité, pouvoir comprendre aussi l'histoire, le contexte historique. Donc voilà à qui nous le destinons, mais effectivement de manière extrêmement large. Là, vous avez atteint cet objectif. Votre désir, vous le disiez au tout début de notre entretien, était de répandre, de faire connaître largement. La bande dessinée y arrive parfaitement. Vous avez vraiment eu des inspirations. Hein, tout à fait. Enfin, je la feuillette, là, elle est vraiment extraordinaire. Je conseille vraiment à nos auditeurs. On parlait du procès en béatification de ce couple ouvert en 2021. Où cela en est-il aujourd'hui ? Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que les nouvelles sont moins fraîches qu'avant, le pape est passé au Japon. Et nous avons, les personnes qui sont en charge de la cause de béatification du couple ont envoyé une lettre aux évêques du Japon pour leur demander de faire accélérer le dossier, parce que les évêques du Japon ne voient pas forcément la nécessité ou l'urgence de béatifier Takashi et Midori Nagai. Voilà, ça c'est le point de vue des évêques du Japon, mais c'est vrai que
pour l'instant, la vague, on observe une espèce de vague Takashi et Midori Nagai qui est en train d'arriver avec notamment ma BD qui sort. J'entends parler d'un prêtre qui est en train de travailler sur la présentation la préparation d'une comédie ou d'une présentation musicale. Nous avons le procès de béatification qui a été lancé, on va dire, par une association italienne. Il y a des colloques dans le monde entier sur le docteur Nagai. Donc, il y a quelque chose qui se passe. D'universel au niveau, voilà, la Vox Populi. Et moi, je pense, il me semble que c'est d'abord la Vox Populi qui a son mot à dire sur la sainteté des gens qu'elle porte. Voilà, bien sûr, c'est ainsi que l'Esprit Saint travaille, sans doute. Racontez-nous ce qui s'est passé aux alentours du bombardement. Quelle était la vie de médecin de Takashi Nagai, comment les répercussions et ce qui s'est passé ensuite. Oui, alors Takashi, à cause d'un accident qui s'est avéré finalement providentiel, a perdu l'ouïe de l'oreille droite. Et à l'époque, pour un médecin clinicien, c'est-à-dire qui pratique la médecine et qui va soigner les patients, ne pas avoir d'ouïe, c'était très gênant parce que tout se faisait au stéthoscope à l'époque au Japon. Et donc on va, malgré ses scores exceptionnels, Takashi était le meilleur, il était le lauréat de son année d'université de médecine. Il aurait pu choisir la spécialité qu'il voulait, mais on va l'orienter vers la radiologie, qui à l'époque était un petit peu une voie de garage et qu'il va pas trop bien le prendre au début, puis il va une fois qu'il va accepter de travailler dans cette voie qui est la radiologie, il le fera comme tout ce qu'il fait à fond, et donc il va étudier les rayons. Ce qui est assez incroyable quand on sait qu'après il va avoir affaire avec la bombe atomique qui, comme on le sait, dégage beaucoup de rayons qui font ensuite pas mal de dégâts. Donc Takashi va devenir un pionnier de la radiologie au Japon pendant que les Américains, eux, sont en train de mettre au point cette fameuse bombe. Lui est dans l'étude de la radiologie, notamment pour mettre en place des programmes de dépistage de la tuberculose parce que la radiologie, c'est en fait pour faire des radios, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est avec ça qu'on détecte pas mal de choses, dont les cancers. Donc il est reconnu dans sa discipline. Oui, tout à fait. Et ensuite, racontez-nous un petit peu la suite. Alors, une fois qu'il est médecin et chercheur, il va faire un deuxième séjour en Chine, puis il va revenir. Il va continuer donc son parcours de chercheur et de professeur à l'université parallèlement. Et il sera aussi, ça c'est vrai, c'est une petite anecdote, mais quand même importante, il fait partie de cette association ou cette communauté de Saint-Vincent-de-Paul. Donc il va aller voir les malades et les soigner gratuitement après les cours. Donc ce sera des journées bien remplies pendant que Midori tient la maison. Et donc Takashi, un jour, en allant à l'université où il est de garde et où il continue, bon gré mal gré les cours, malgré la guerre mondiale qui est en cours et où le Japon est maintenant est engagé, arrive le 9 août 1945 où la bombe atomique explose et Takashi et toutes les personnes qui travaillaient sur le campus de l'université subissent cette énorme explosion qui va avoir des répercussions jusqu'à 8 km plus loin. Les feuilles des arbres seront arrachées jusqu'à 8 km de distance. Lui, il est dans l'hôpital qui se trouve les bâtiments sont entre 300 mètres et 700 mètres de l'épicentre. La chance qu'il a, c'est que son bâtiment est en béton.
la plupart des bâtiments à l'époque au Japon les maisons en tout cas étaient en bois, donc elles ont été tout de suite pulvérisées et dans ce périmètre de mort immédiate. Et lui, étant protégé par les énormes murs en béton, va survivre comme certains de ses collègues. Ils vont se rassembler pour faire une petite équipe médicale qui va partir au secours du peu de gens qu'ils vont trouver autour d'eux pour les secourir. Et il faut savoir que à l'époque, en prévision de bombardement, dans cette école, ils avaient préparé toutes sortes de choses pour pouvoir venir au secours des gens s'ils se faisaient bombarder par des bombes ordinaires. Ils n'avaient pas prévu cette bombe atomique. Donc ils ont été énormément surpris et complètement démunis parce qu'ils n'avaient plus rien. Ils ont soigné les gens avec des morceaux de chemise, avec des choses trouvées par terre. Enfin, bon, voilà, une petite équipe bancale de gens blessés va partir au secours des gens qu'ils rencontrent dans cet enfer, dans l'horreur que va créer la bombe atomique. Visuellement, sur le plan des couleurs, vous faites une magnifique progression entre la vie douce et puis soudain, cette bombe, noir, rouge, blanc. Et puis, eh bien, la couleur revient. Elle revient doucement. Elle commence à revenir justement dans cette aide apportée les uns aux autres. C'est vraiment très, 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 très beau. Sur le plan artistique, je voulais vous demander, et puis même, enfin, je dirais, culture japonaise, comment vous êtes-vous, vous, Nathalie Fourmy, imprégnée de cela Oui. de ce dépouillement, de l'importance d'une branche de cerisier? Alors, c'est vrai, moi, je n'étais pas du tout branchée sur le Japon. C'est une culture que je trouvais de loin fort intéressante, mais c'était plutôt la Chine. Alors, ça reste l'Extrême-Orient, mais j'étais pas vraiment branchée Japon. Donc, même pour moi, c'était une surprise de me dire, tiens, je vais travailler sur un sujet japonais. Et je me suis énormément plongée dans des recherches sur Internet ou en prenant contact avec des personnes qui connaissent très bien le sujet au Japon ou en France. Mais beaucoup de recherches. On m'a demandé si j'étais partie au Japon pour ça. Alors, à l'époque, j'en avais pas les moyens et de toute façon, la ville ayant explosé en partie, ce qui restait de l'époque dont je traite dans mon livre, je n'avais rien sur place. Donc autant chercher les ressources là où elles étaient, c'est-à-dire dans les documents qu'on peut trouver en partie sur Internet. Et puis après, un petit peu de littérature japonaise, mais pas tant que ça, beaucoup de films. Voilà, les 7 samouraïs, j'ai dû me les remémorer, etc. Parce que c'est une très belle fresque. Et voilà, et découvrir cette simplicité et ce sens de l'esthétique qu'ont les Japonais, ce dépouillement aussi, très proche, voilà, très, très lié à leur religion et au bouddhisme zen qui est très, très répandu aussi au Japon. Et ça, c'était une des choses qui pour moi était très importante dès le début. Un souci que j'avais au niveau de la BD, c'est que j'avais perçu que Takashi était un chercheur, un scientifique assoiffé de vérité, certes, mais il aimait la beauté. C'était un poète. Il écrivait des poèmes, il écrivait des haïkus, ces petits poèmes japonais qui disent beaucoup en très peu de mots. Et il dessinait aussi, il dessinait très bien même. Quand à la fin il est sur son lit de malade, il produisait encore des dessins superbes de sa petite fille ou de souvenirs qu'il avait. Donc voilà, il avait ce sens du beau et c'est d'ailleurs très beau, j'en parle un petit peu dans la BD parce que après la bombe atomique et tout ce que les Japonais avaient vu, Takashi a compris que avec toutes ces horreurs, après toutes ces horreurs, maintenant le peuple avait besoin de la beauté. On a besoin de la beauté. Je suis d'accord avec lui et malgré, moi j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas une technique extraordinaire, même si j'ai un bon coup de crayon quand même. Oui. Je voulais qu'on perçoive cette douceur, cette beauté et un peu cette joie à travers les couleurs que j'allais utiliser, alors que le sujet est très dur. Voilà. Donc, voilà. Mais là, c'est une grande réussite à cet égard. Vous évoquez Takashi Nagai, malade, épuisé, ne se levant plus, continuant à dessiner, écrire, communiquer, chercher aussi. On le voit derrière son microscope. Et puis, il a eu un rayonnement. Depuis son lit, si malade, ayant perdu l'usage de sa capacité, en tout cas, à soigner directement,
il a eu un rayonnement. Dans les minutes qui nous restent, est-ce que vous pouvez nous parler de ce rayonnement ? Oui, tout à fait. En fait, dans ma BD, j'ai parlé surtout de sa conversion et de la bombe atomique. Et effectivement, la troisième partie de sa vie, Takashi va la passer alité. Et étonnamment, c'est là où il aura le plus de fruits, en fait. Il va se dire, puisque je ne peux plus soigner les blessés et les victimes de cette bombe, je peux au moins écrire pour dire au monde ce qu'ils ont vécu et pour dire plus jamais la guerre. Takashi était donc vraiment avait très à cœur de dire au monde, maintenant que la bombe nucléaire existe, on ne peut plus faire la guerre, il faut faire la paix, il faut construire la paix sur une vraie justice. Sans justice, la guerre continuera. Mais voilà, il a parlé de la charité et de la charité qu'il vivait, de l'espérance. Takashi avait beaucoup d'humour, même dans ces moments-là, et peut-être surtout dans ces moments-là. Donc les gens qui revenaient de la guerre, les jeunes Japonais qui rentraient du front, arrivaient au Japon, découvraient qu'ils avaient perdu leurs femmes, leurs enfants, leur ville parfois. Et auprès de Takashi, ils retrouvaient une espérance qui n'est pas de ce monde. Takashi qui avait tout perdu, qui vivait dans une petite hutte auprès de ses enfants, qui avait perdu son métier, les étudiants qu'il aimait, ses amis, sa ville, et qui avait perdu la guerre. En tant que Japonais, certains sont devenus fous parce que c'était pas concevable pour eux de perdre. Donc, et dans ce dénuement, Takashi disait « je n'ai plus rien et j'ai tout ». Et effectivement, c'est comme ça qu'il vivait. Et effectivement, il était très joyeux. Il rayonnait. Les gens venaient à lui, toutes sortes de gens. On a eu l'empereur Hirohito, Hélène Keller, le nonce apostolique, donc des pointures. Et puis, vous aviez le mendiant du village. Voilà. Des anciens étudiants, des amis, une foule de gens se pressaient à son chevet. À son enterrement, il y a eu plus de 20 000 personnes, ce qui est énorme pour l'époque. Le livre Les cloches de Nagasaki, évidemment, a contribué à ce rayonnement. Il a traversé la censure, parce qu'au départ, les Américains ne souhaitaient pas que ce livre sorte tout de suite, parce qu'il dévoilait crûment et de façon très, très vraie en fait les dégâts de la bombe atomique. Et le livre est sorti avec un petit fascicule, la première fois avec le fascicule qui rappelait toutes les horreurs que les Japonais eux-mêmes ont perpétrées dans l'Asie du Sud-Est notamment, et en l'Asie en général. Et en fait, malgré ça, Les cloches de Nagasaki, le livre a fait le tour du monde. Il a été traduit en plusieurs langues et il a voilà, à son époque, c'était un best-seller. Donc Takashi, sur son lit de malade, parlait au monde entier. Et il avait eu cette phrase, en tout cas cette pensée, que toute personne, même malade, a une mission sur la Terre et qu'il doit la remplir jusqu'au bout. Voilà. Merci infiniment Nathalie Fourmy, vous nous donnez vraiment envie d'entrer dans cette bande dessinée qui est une vraie réussite. Nagasaki 1945, Nathalie Fourmy, Takashi et Midori Nagai, un destin brisé par la bombe, une vie offerte pour la paix. Cette bande dessinée est sortie en 2024, elle est toute fraîche encore aux éditions Plein Vent, 17,90 €, 80 pages. Imprimée en France. Je vous la conseille et chers amis du Libre Journal de la Transmission, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines.